Je dis aux clients, dites-moi quel est le casino et je vous dirai de quelle équipe j'ai besoin. Si l'IA ne se substitue à rien ou qu'elle n'augmente rien à la base, c'est très PWC, quoi. C'est très consultant. Même le Monopoly. Il est mobile. Il est cashless. Exactement. Il est cashless. Bienvenue dans cette nouvelle interview Alpacity. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Wicht, designer stratégique, enseignant et futuriste en résidence. Un concept qu'il développe dans notre échange. Véritable explorateur, il nous partage son parcours riche et atypique de Johannesburg à Lausanne, ainsi que ses réflexions sur l'avenir du cash. Bonjour Pascal. Salut. C'est un plaisir de te recevoir Merci. sur la chaîne d'Alpacity. On a plein de choses à parler aujourd'hui, mais avant tout, est-ce que tu pourrais un petit peu retracer ton parcours et peut-être quelques étapes clés qui t'ont amené aux activités que tu mènes aujourd'hui? Moi, dans mon cœur, je suis toujours un graphiste. C'est ma première passion. Gamin, je voulais être un mélange d'archéologue, un peu Indiana Jones, et dessinateur de bande dessinée, mélange un peu étrange. Et dans la boue avec une brosse à dents, c'est pas trop mon truc. Et le côté aventure, exploration, c'est devenu un peu le cœur de mon boulot. Et la bande dessinée, la science-fiction, c'est un peu l'autre dimension que j'ai ajoutée au fil des années. C'est-à-dire s'intéresser un peu à une pensée prospective, imaginer comment demain pourrait être différent. Et le design, en fait, est un bon framework pour mélanger tout ça. Ah, c'est vrai. J'ai eu énormément de chance de commencer ma carrière en Afrique du Sud, à Johannesburg, un pays qui sortait de l'apartheid. J'y étais allé petit avec mes parents pour leur boulot pendant l'apartheid, donc j'ai aussi des souvenirs d'avant. Et mon premier patron, José, lui avait grandi au Mozambique. Il avait fui le Mozambique pendant la guerre civile. Et il avait une antenne de sa boîte, de son agence à Maputo. Okay. Ce qui fait que je faisais souvent l'aller-retour. J'ai appris le portugais assez rapidement. J'avais fait du latin, c'est assez similaire. Ça ressemble au français. Et j'ai eu la chance de travailler dans un pays qui sortait d'une guerre civile, d'une dictature léniniste, marxiste. Donc il y avait encore des bustes de Lénine un peu partout. Dans une ville africaine, c'est complètement irréel. Ouais. Et petit Suisse qui débarque, j'ai pu commencer ma carrière dans un environnement où les idées européennes, le cadre, on va dire, de l'homme blanc européen ne marche pas très bien. C'est une autre société, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport à la famille, à l'espace. Et je pense que ça m'a bien ouvert la tronche très tôt. Et puis plus tard, j'ai fait pas mal de branding et de UX. Et autour de 2005-2006, j'ai voulu vraiment me plonger dans la prospective. J'avais un peu compris que je commençais à en avoir marre de la relation avec le client en graphisme. C'était pas ce que je préférais le plus. Et c'est l'époque où Twitter arrive, 2007. Ouais. Et à l'époque, je m'étais fait une liste d'environ 10 personnes que je considérais un peu comme mes mentors. Et j'ai tout lu ce qu'ils ont écrit. J'ai digéré, vampirisé tout leur réseau. Certains, j'ai eu la chance plus tard de travailler avec eux. Et puis comme ça, au fil du temps, sur une période assez longue, on va dire une dizaine d'années, j'ai pu faire cette transition du designer qui reçoit des briefs et qui exécute, à plus un designer à qui on dit « mais est-ce que tu peux nous faire le brief ? Qu'est-ce qu'on devrait savoir ? Qu'est-ce qui change ? Où est-ce qu'on pourrait aller ? On veut se réinventer. » Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc du coup, tu as vraiment une approche on va dire, de résoudre des problèmes, ou une problématique qui a été exprimée par une entreprise, avec un angle donc de designer, et ça dans plusieurs pays du monde. Quelle est ton approche ? Comment tu attrapes tout ça ? Comment t'écris le brief, en fait ? Alors, avant de résoudre le problème, nous, dans le design stratégique, on dit on apprend à se retenir de vouloir le résoudre pour essayer déjà de mieux le comprendre, voire même, et ça c'est vraiment l'influence du creative
Problem Solving, CPS, qui date des années 50, c'est Sidney Barnes et d'autres, qui nous ont vraiment enseigné à quel point il faut reformuler ou essayer de mieux comprendre comment le problème est formulé. Déjà, c'est un problème en soi, comment on formule un problème. Ouais, c'est vrai. Et on va essayer en fait de bien comprendre d'où on part, depuis où parlent les gens qui nous appellent, quels sont leurs biais, comment ils en sont arrivés là. Et très souvent, il faut parler aux personnes qui sont les plus impactées par le problème à résoudre. Donc des gens aux front lines, en fait, sur le terrain. Et ça, c'est très important. On dit qu'il faut écouter les systèmes, il faut prendre le temps, il faut être très attentif, il faut s'immerger. Et il y a une espèce de moment où on doit casser un peu cette image auprès des collaborateurs, auprès des utilisateurs, auprès des partenaires, auprès des gens à qui on parle, d'être un peu l'investigateur envoyé par la direction. Ça casse un peu l'ambiance. Et il faut montrer qu'on est indépendant, qu'on a notre point de vue et créer un peu ces rapports de confiance pour que les gens nous disent en fait ce qu'ils ont à dire. Et très souvent, quand une personne se lève, ferme la porte et nous dit « Bon, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe », là on comprend qu'on est en train d'avancer. Ok. Mais très souvent, ça prend du temps. Et il faut, un peu comme dans un workshop, montrer le système au système. C'est-à-dire, vous me dites ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous utilisez ces éléments de langage, vous avez ces représentations, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et c'est ce ping-pong, en fait, qu'on va essayer de créer. Du coup, c'est vraiment, tu es sur le terrain, tu crées une confiance avec chaque individu. Et en fait, ça me fait penser à ces workshops, c'est le workshop, c'est le mot workshop quand tu as dit ce mot-là. Est-ce que finalement, quand on est en groupe, on n'a pas aussi cet effet de groupe à pas vraiment vouloir, à suivre, on va dire. Du coup, toi, tu as plus une approche de confiance avec une seule personne. Tu mènes des interviews dans des contextes où les gens peuvent, entre guillemets, vraiment s'exprimer pour attraper des signaux faibles ou à grande valeur, j'en sais rien. Leur point de vue, surtout, et comment ils se représentent les choses. Alors, en workshop, on parle de catharsis, donc comme en théâtre. On sait qu'en workshop, si on veut faire voter les gens avec des petites vignettes, il faut que les chefs votent en dernier. Sinon, ça injecte un biais énorme. Je pense que dans l'interview, la peur principale des gens, c'est de dire quelque chose de faux ou d'avoir une mauvaise réponse. Il faut casser ça. Donc, on a des techniques pour créer un bon départ. Poser des questions où il n'est pas possible de se tromper, montrer qu'on est intéressé, montrer qu'on est aussi critique. Et puis les gens, souvent, ils ont 20, 30, parfois il y a des gens qui ont 40 ans d'expérience. C'est extrêmement intéressant de voir par où ils sont passés, les évolutions qu'il y a eu dans la généalogie d'un problème ou d'une entreprise. Et je pense que si on donne du temps et qu'on est réellement intéressé, les gens s'ouvrent. Parce que le day-to-day, la production, l'implémentation, le suivi, l'optimisation, comment on appelle ça, quand on est évalué, ça laisse peu de temps pour ces choses-là. On a tous peur de perdre son job quand on a un job. Les licenciements, tout le monde connaît. Donc ça va créer des conditions où on n'a pas forcément accès à ce que pensent vraiment les gens et quel est vraiment le problème. Je fais une petite discrétion, mais ça me fait penser à l'intelligence artificielle. Apparemment, on aurait tendance à livrer beaucoup plus qu'à une personne humaine, justement, parce que le numéro 1 de l'utilisation de Gemini ou de ChatGPT, c'est pour des questions de psychologie ou de... Tout à fait. Oui. Et je trouve assez fou parce que c'est vrai que... Alors bien sûr, il y a tout ce qui concerne la confidentialité. Après, est-ce que ça peut se retourner contre toi parce que tu as dit quelque chose? Mais en tout cas, tu parles à une machine qui ne te juge pas et qui t'apporte en fait un soutien, des réponses ou autres. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est... Alors, dans la critique des intelligences artificielles, l'élément clé, c'est de se rendre compte qu'une IA elle va jamais nous contredire. Elle est toujours d'accord. En anglais, on dit agreeability. Et en fait, c'est fabuleux d'être constamment validé.
Ça fait du bien. Et ouais, mais c'est pas le job d'un psy. Non. Donc, je peux comprendre que le rapport qu'on peut créer avec une IA est extrêmement plaisant. Malheureusement, il est peu critique. Tu peux lui dire, hein. Je ne sais pas ce que ça donne réellement, mais tu peux lui dire, voilà, tu es un psychiatre reconnu, tu ne vas pas dans mon sens, je veux progresser, etc. Alors j'ai testé, ça dure pas longtemps en fait. Okay. C'est comme si on lui demande de passer au-dessus certaines préférences qu'il a ou certains éléments où il est formaté pour faire de cette façon-là. Par exemple, écrire en bullet point. Si on lui dit « je ne veux plus jamais que tu écrives en bullet point », ça dure 4 minutes et il revient avec des bullet points. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en termes d'adoption et de capacité à conserver un utilisateur dans l'écosystème, l'IA est fantastique. Parce qu'il va toujours dire « tu as raison, c'est vraiment très subtil ta manière d'exprimer ce que tu ressens ». Mais ça fait du bien. Ça fait un bien énorme. On devrait se parler comme ça. On est pommadé par l'AI. On est pommadé. Maintenant, l'AI va... Moi, je dis toujours, il y a cette citation, ça doit être une citation africaine, on ne creuse pas un nouveau trou en creusant le même trou plus profond. Voilà, c'est un peu le problème avec l'IA. C'est vrai. Donc, paramétrer son IA est quelque chose de très difficile et ce serait agréable qu'on puisse savoir depuis où l'IA parle, comment et avec quelle référence. Oui, c'est vrai. D'où on parle beaucoup de transparence des modèles, c'est cette direction-là dans laquelle on souhaiterait aller. Pour revenir sur ces interviews, cette compréhension en fait du monde aussi qui va vers la prospective pour résoudre les problèmes, tu as aussi affaire donc à différentes cultures et différents pays. Est-ce que tu aurais un exemple justement d'approche où on change un peu notre regard, en tout cas pour ma part, occidentale, sur un projet de design que tu as dû mettre en place dans un autre environnement où il faut absolument tout oublier de sa propre culture. Oui, et même les jeunes anthropologues américains avec un PhD, quand ils arrivent en Somalie, par exemple, ils se prennent un choc culturel gigantesque. Et on passe de la théorie à la pratique. Alors moi, j'ai de la chance. J'ai grandi entouré d'Africains à la maison, de dissidents, de déserteurs, d'activistes. J'y ai vécu et je vis dans une famille nord-vietnamienne à 3 générations depuis belle lurette. Donc j'ai dû déconstruire pas mal de choses. Et parce qu'au début, on apprend beaucoup sur soi-même et puis après, on découvre comment les rapports entre les gens s'articulent différemment. Par exemple, les Vietnamiens communiquent énormément en ne disant rien. Donc dans le non-verbal, dans ce qu'on ne dit pas, dans la retenue. Donc, ça s'apprend au début. Nous, on est beaucoup dans le côté très direct. On exprime beaucoup de choses. On pense que la transparence est très importante. Il faut dire. C'est à peu près la pire des choses qu'on puisse faire avec des Vietnamiens. Donc c'est très différent. Dans l'ensemble, la dimension la plus difficile je dirais, à comprendre, c'est la nature informelle de l'économie en dehors de l'OCDE, on va dire. Où chez nous, c'est à peu près 80-90% des gens qui ont un job avec un salaire, 5 semaines de vacances, travaillent 5 jours, 48 heures de pause, on recommence. Des pendulaires. Dans le reste du monde, c'est très contributif en fait. Et même si on va, je sais pas, en Syrie ou ailleurs dans le monde, un employé de l'État aura un salon de coiffure ou une épicerie en parallèle où bosse son cousin, sa belle-sœur et le beau-frère. Donc c'est très différent, c'est multigénérationnel, multifamille. Les enfants sont élevés par des tantes, des grands-mères, des voisins, tout le village en fait. Et quand on part du point de vue de la famille nucléaire, dans la petite villa avec les tuyas, c'est un peu difficile au début de comprendre ce monde-là. Et quand on travaille dans le monde des paiements, du cash, des télécommunications ou des transports ou des soins médicaux, tout est différent en fait. Donc c'est surtout ça qu'il faut en fait désapprendre. C'est le modèle occidental
la famille nucléaire, du job, les courses. C'est complètement différent ailleurs. Et quand tu dois résoudre un problème, je ne sais pas, par exemple, de paiement via des téléphones mobiles, j'en sais rien. Nous, en Suisse, par exemple, ça, c'est particulier, la Suisse par rapport à ça, mais si tu te projettes dans un autre pays où, je ne sais pas, le réseau est peut-être plus instable, où on a moins confiance aux banques, tout ça, c'est... Comment tu te mets dans le... Bon, toi, tu as l'habitude, finalement, parce que, comme tu l'as dit, tu as évolué. Mais comment tu prends le pouls? Comment tu te mets directement sur, justement, théorie-terrain? Comment tu rentres dans le terrain Alors, pour pas faire d'erreurs? On va faire des erreurs, ça c'est la base, il faut les accepter. Mais on travaille généralement avec un fixeur, quelqu'un qui nous aide sur place, généralement avec qui on bosse 1 à 2 mois en amont, où on va faire ce qu'on appelle le sampling, on va décider un petit peu à qui on doit parler, dans quel contexte. J'aimerais parler à des paysans, j'aimerais parler à des gens qui vendent des chameaux, j'aimerais parler à des gens qui font du cash-in, cash-out, j'aimerais parler à une femme seule, une famille multigénérationnelle, des gens qui reçoivent des remittances. Voilà, ça nous aide déjà. C'est un fixeur, les journalistes font ça. Ça, c'est la base. Et puis, on va essayer de déjà créer une très bonne relation avec eux pour qu'ils nous aident un petit peu en disant « Ouais, là, t'étais à côté, c'est pas comme ça chez nous. Ça, les Éthiopiens, ils font, mais nous, on fait pas. » Et puis d'avoir cette bonne relation avec eux. Il y a le traducteur aussi. On doit se poser la question, mais il me bullshit, là, il traduit n'importe quoi. Les expressions faciales que je vois de la personne à qui je pose les questions. Et après, je demande à mon fixeur, mais le traducteur, là, il ment pas out, il fait quoi? Ouais, il faut qu'on lui parle. Donc, c'est mouvant, c'est dynamique, et il faut faire avec. Mais en immersion, on capte énormément de choses. Et il y a quand même un certain nombre de choses qui sont assez universelles chez les humains. Et je pense que du moment qu'on est dans une approche de curiosité et que c'est très ouvert, et comme je disais, on n'est pas dans résoudre le problème, mais le comprendre, on avance très vite. Tu parlais de contribution tout à l'heure et j'aime beaucoup ce mot. Je ne sais plus quel économiste en parlait par rapport au revenu universel. Et lui expliquait que il voyait plus une contribution pour que les humains puissent vivre dignement. Exactement. Et j'aimais beaucoup ce concept-là. Est-ce que nous, justement, avec... ces bouleversements qu'on va vivre, je pense qu'il y aura des licenciements, que les entreprises, la taille des entreprises vont changer. Enfin, ça, c'est un petit peu des pressentiments et puis des experts aussi qui nous expliquent cette perspective, en tout cas. L'aspect positif que je vois de ça, c'est que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de contributions. Le salariat, en fait, n'existe pas vraiment. Est-ce que nous, on sera prêts à prendre ce virage? Comment tu t'imagines un petit peu cette contribution? Et puis d'abord, si tu es d'accord sur ce principe-là de contribution. Je ne sais pas si on peut être d'accord ou pas d'accord. Je pense que c'est un fait. C'est la nature sociale des humains. Maintenant... Le système économique dans lequel on est, où on est tous en compétition les uns contre les autres, fait que la contribution, au bout d'un moment, elle s'arrête. Moi, j'aime bien le concept de service universel de base. Typiquement, le cash en est un. C'est le plus répandu dans le monde, celui qui marche le mieux. Donc, un système de paiement universel, facile à utiliser, anonyme, offline, mis à disposition par une banque centrale pour un territoire. Faites ce que vous voulez. Gratuit. C'est beau, ça. Et on oublie quand on parle du cash. Le reste, c'est des paiements, des systèmes de paiement privés. Mais le cash n'est pas uniquement un format. C'est pas un vieux CD qui attend d'être digitalisé. On appelle presque ça un public common good. Un bien public, un utility, comme l'eau, ou l'accès aux soins, ou l'école. Et on a tendance à oublier quand on parle du cash. Donc la contribution, il faudrait que l'on se
pose la question, c'est quoi un territoire où les gens peuvent contribuer? Qu'est-ce que ça veut dire de contribuer? Alors moi, j'ai beaucoup de jeunes dans des cours d'innovation sociale qui sont très motivés, qui veulent être des innovateurs, do the good things. Et quand je leur demande, mais comment s'appellent vos voisins de palier? Ils savent pas. Donc ça commence là, la contribution en fait. C'est à des toutes petites échelles, il n'y a pas besoin d'une app, et c'est des comportements de solidarité et de capacité à collaborer avec les autres. Je pense que c'est ça, mais on est un peu tous sur nos téléphones à parler avec l'IA. Ouais, c'est vrai. Les bars de quartier, par exemple, ça apportait beaucoup dans des quartiers qui étaient un petit peu... oui, voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai que des fois, c'est pas que c'est simple de résoudre ces problèmes-là, mais c'est ces petites choses-là qu'il faut surtout pas enlever. Je plus sois. Peut-être sur le cash, tu en as parlé. Oui. C'est un de tes gros sujets. Oui. Quand on parle de cash, est-ce qu'on parle de billets que l'on peut encore toucher et échanger ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça est-ce que ça reste physique, le cash? Oui. Ok. Oui. Mais si tu vas sur X ou anciennement Twitter et que tu tapes « Cash is not real », tu vas trouver des milliers de tweets de Gen Z, donc de jeunes, qui disent « Mais le cash, c'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce qu'il y a dans mon téléphone. » Et dans tous mes entretiens, ils disent « Mais si je reçois du cash, je m'en débarrasse le plus vite possible. Parce que je veux tout faire avec mon téléphone. » Qu'est-ce qui a amené la jeune génération C'est une très bonne question. À penser que tout est digital. Il y a deux choses. La première, c'est des parents cashless. C'est la première chose. Ouais. Et la deuxième, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais petit, je jouais à la poste avec mon frère. On avait un truc en carton avec des faux billets. Et puis, on se vendait des trucs et on mimiquait les adultes. Et on faisait en fait l'acquisition de compétences en financial literacy. Mot qui n'existe pas vraiment en français. Aujourd'hui, ça se fait sur des iPads, des applications mobiles, et il n'y a plus de billets. Même le Monopoly. Il est mobile. Il est cashless. Exactement. Il est cashless. Donc en fait, les bases de savoir rendre la monnaie... Aujourd'hui, il y a des jeunes, vous devez payer 11 francs, vous avez un billet de 20 francs, vous rajoutez 1 franc pour recevoir un billet de 10 en retour. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a plus ces usages, ces réflexes. Tout est sur des plateformes où il y a énormément de nudge, de dark patterns. C'est des pièces d'or, des diamants, c'est des couleurs flashy. Et il y a une dimension psychologique un petit peu angoissante. Plus que 24 heures. Offre spéciale. Attention, un peu comme sur un site d'hôtel. 3 personnes sont en train de regarder cette page. Donc en fait, l'environnement dans lequel les jeunes se construisent leur représentation de l'argent et des actes de paiement a complètement changé. C'est plus les mêmes. Quels sont les enjeux de ne plus avoir de cash? Je vais prendre un exemple. La Suède a longtemps été le best case d'un pays cashless. Ils étaient à 2-3% de paiement cash au point de vente. Et ils ont en parallèle le taux d'arnaque en ligne le plus élevé du monde. Londres, ville cashless, nombre de vols à la tire de téléphone le plus élevé au monde. Donc il y a ça déjà. Aujourd'hui, la Suède fait des tout-ménages pour préparer la population à une éventuelle crise de cyberguerre ou de conflit direct avec les Russes et demande à la population d'avoir du cash en petites coupures à la maison. Donc quand le grid s'éteint, le cash il fonctionne offline. C'est magique. Donc on a énormément de banques centrales qui font marche arrière, qui se rendent compte qu'en fait il y a un énorme apport de résilience dans les territoires par le cash. Pour autant qu'on en a un petit peu à la maison. Hein. Si l'ATM ne marche plus, il ne marche plus. Et ne plus avoir de cash, c'est ne dépendre que de systèmes privés et qui n'ont pas forcément l'intérêt de l'utilisateur final en tête. Donc, ce qu'on appelle convenience en anglais vient avec une certaine fragilité. On fait un trade-off. Alors, peut-être que quand on vit comme moi en Suisse, on est particulièrement protégé et voilà, j'ai un certain nombre d'institutions et
même de décentralisation dans les autorités suisses. On a les cantons, on a le Conseil fédéral. On est très résilient en Suisse. Mais moi, je suis quelqu'un de très privilégié. Donc, le cash reste extrêmement pratique, portable. Si je dois traverser une frontière, c'est magique. J'interviewe énormément de gens qui déplacent de l'argent par avion pour amener dans la famille un peu d'argent. On a vendu un bout de terre, on l'amène à quelqu'un. Et c'est extrêmement pratique. Donc c'est cette liberté qui est liée au cash qui redevient de plus en plus appréciée, en fait, même par des tout jeunes. Est-ce que tu penses qu'on ira loin dans ce... Est-ce que tu penses qu'on va vivre dans une société où le cash n'existera plus du tout? Alors on l'a pensé pendant un moment. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en train de voir un retour en arrière. Et surtout dans le sud global, Afrique de l'Ouest, Amérique latine, Asie du Sud-Ouest, cash et digital vivent vraiment côte à côte. Et on bouge constamment de l'un à l'autre. Au Vietnam, ils me disent toujours 50-50, it's the smart way. Et il faut comprendre une chose, c'est que en Suisse, un utilisateur va payer avec Twint, aller retirer de l'argent à l'ATM, au bancomat, payer avec du cash et recevoir son salaire sur son compte. C'est toujours le même compte. Quand je paye avec Twint, ça débite le même compte. Tout est interconnecté. En Afrique, mobile money, c'est un peu des crédits de jeux vidéo. C'est une autre comptabilité. Ça n'a rien à voir avec la monnaie locale. Donc il faut constamment cash in, cash out. Ce qui fait que on voit par exemple au Kenya où il y a M-Pesa, un peu le best case de la monnaie mobile, 59% du PIB, à fact-checker, mais il me semble qu'on est plus ou moins par là. On est à une transaction sur 3 qui implique du cash, en cash-in ou en cash-out. Okay. Donc on a vraiment une infrastructure de paiement qui s'appelle le cash, sur laquelle peut se poser celle du mobile money. Et c'est interdépendant. Donc là où il n'y a pas de réseau, c'est le cash qui fait le dernier bout de 100 mètres. Le dernier kilomètre. Voilà. On parle des last yards aujourd'hui. Ouais. C'est même plus de last kilometer. Donc c'est très interdépendant et il n'y en a pas un qui est en train de manger l'autre. Bien sûr que le cash a perdu un peu de sa place, on va dire, privilégiée. Il était le numéro 1 pendant très longtemps. Mais il y a vraiment une interdépendance entre les deux. Et c'est cette dimension-là que moi, j'étudie le plus. Quels sont les usages qui vont avec? Quel pays a encore le plus de cash? Waouh, c'est une bonne question, ça. Ça va être des pays d'Afrique. Ça va être des Botswana. Ça va être des pays comme ça. Mais il faudrait que je regarde ma base de données. Oui, non, bien sûr, juste dans les grandes idées. C'est des pays où les institutions sont quand même assez faibles, où les infrastructures sont assez faibles, et où, pour que Mobile Money puisse rentrer, il faudrait du GSM en dehors des villes. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Il faut quand même une infrastructure pour du Mobile Money. Et toi, tu parlais de vision prospective, se poser des questions à long terme sur vers quel type de société on va, comment on pourrait vivre... entre autres dans la contribution demain, les antennes 5G, elles sont fragiles et elles nécessitent beaucoup de pièces de rechange et de maintenance. Et il suffirait qu'il y ait des stress sur les chaînes d'approvisionnement, des stress climatiques. La 5G, il y en aurait peut-être plus partout. Donc le cash est vraiment résilient. Maintenant, aujourd'hui, on dit, sans les comportements de paiement quotidien avec du cash, il n'y a pas de résilience. Okay. Un système de cash ne peut pas s'allumer quand on en a besoin. Ça ne marche pas. C'est un flux continu qui doit... Il faut qu'il y ait un certain taux d'usage constant pour qu'on puisse faire appel à ce système quand on en a besoin. Et on dit souvent, dans le monde des paiements, on a fait l'équivalent d'inventer l'ascenseur en architecture et de se dire, on ne met plus d'escalier dans les immeubles. Ah ouais, d'accord. D'accord, c'est un peu ça. C'est un très bon parallèle pour comprendre. Ouais. C'est pas du tout de moi, ça vient mais je trouve que ça explique assez bien. Et un cash cycle, on peut pas appuyer sur un bouton et le mettre en route. Alors, dans certains pays comme au Mexique ou dans d'autres régions d'Amérique latine, ils sont très très compétents pour réagir à des situations de crise liées à des catastrophes climatiques, des ouragans.
pour déployer très rapidement des infrastructures de cash. C'est ce qui s'est passé en Turquie après les tremblements de terre. C'est des camions qui débarquent, qui mettent en place des ATM solaires ou avec des génératrices. Et les gens peuvent faire un minimum de trade. On l'a vu en Australie, à Lismore. Il y a eu de très très grandes inondations, des flash floods. Et la banque arrive avec des hélicoptères, ils posent des containers, et c'est des mini-banques, pour que les gens puissent acheter ce dont ils ont besoin, de l'eau, une couverture. Donc on oublie un peu ce côté-là. Ouais. Et peut-être qu'en Suisse, on a l'impression d'être assez loin de ces problèmes-là, même si on a vu des choses qui se sont passées en Libye, se passer en Espagne tout à coup. Puis là, dernièrement, on a eu Blatten. On a un certain nombre de situations un petit peu critiques qui nous guettent. Et le cash sera extrêmement utile pour réagir. Tu me donnes... Je vais aller retirer un peu de cash. Il faudrait avoir un cash stash à la maison, un petit peu. Ouais. Non, c'est vrai. Ça aide. Mais est-ce que les commerçants, souvent... je ne connais même pas la loi suisse sur l'acceptation de que la carte, le cash... En Suisse, on peut faire comme on veut. Ah, ça, c'est bien. Très libéral. Okay. Ouais. Il faut, par contre, que ce soit clairement indiqué. Donc, il y a des boulangeries en Suisse qui ne prennent plus de cash, mais ils le disent de manière très claire, et puis on le fait ou on le fait pas. Ouais, ils ont ce truc où tu rends la monnaie, tu sais, ce truc très automatique, machine, on touche pas le cash. Alors ça, et voilà, c'est des recyclers. Il y en a de plus en plus en France, en Italie, en Belgique. Il y a un certain nombre de pays qui ont inscrit dans la Constitution l'acceptation du cash. On ne peut pas le refuser. En Espagne, par exemple. Okay. Mais dans Iberia, vous ne pouvez pas payer avec du cash. Donc, ce n'est pas encore complètement adopté. Ah, c'est fou. Et il y a le cash, mais il y a aussi tout ce qui est minerai, l'or ou... ça, c'est aussi des choses qui... Des valeurs refuges. Des valeurs refuges qui sont utiles pour voyager aussi. Oui. Après, peut-être, la grande question, c'est quel est l'avenir des pièces ? Je pense que les pièces ont plus de chances de disparaître que les billets de banque. Okay. Donc, les pays dans lesquels on voit un très fort usage du cash, il n'y a pas de pièces et il y a beaucoup de billets. Okay. Donc, c'est très pratique. On peut en mettre un peu partout dans ses poches. Si on se fait attaquer, on donne juste une poche. C'est un peu le truc. Mais s'il faut commencer à rajouter les pièces, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un frein. Ça fait du bruit. Ouais. Mais c'est une grande question. Et bien sûr, les mints, les gens qui font des pièces, ils n'aiment pas cette question-là. Mais est-ce qu'on rajoute de zéro à tous les prix et on enlève les pièces ? C'est un scénario spéculatif il faut l'imaginer, il faut se poser la question. Moi, j'adore être, par exemple, au Vietnam, même si leurs billets sont polymères et moi, je préfère le coton. Okay. J'ai un côté plastique qui ne marche pas. Je trouve très pratique de manipuler l'argent, quoi. Et je m'intéresse beaucoup aussi à la façon dont on tient le cash dans ses doigts et comment on compte 200 billets. Mais ça me fait penser, les Américains, ils ont un billet de $1. Et tu as toujours l'impression d'avoir beaucoup d'argent sur... Et puis en fait, tu n'as rien du tout. Oui. Et puis le dollar il a une réalité symbolique très très forte, parce qu'on a tous vu des sacs avec plein de dollars dedans. C'est vrai. Il nous fait rêver le dollar. Mais tu penses que c'était déjà un côté pratique, ce billet de $1 par rapport à la pièce ? Alors j'ai toujours été perplexe par rapport aux unités de mesure chez les Américains. Monde un peu particulier. Je pense que c'est pratique, ouais. Ouais, c'est une question de pratique. Ouais. Ça ne m'étonne pas d'eux d'ailleurs. Il y avait un autre point sur lequel je voulais absolument qu'on discute, parce que j'adore ce terme, tu parles donc, du travail en équipe, et tu parles d'avoir une équipe à la Ocean Eleven. Est-ce que tu peux développer ce concept que je trouve assez chouette et de notre temps encore plus juste ? Quand on est indépendant, on est de facto amené à travailler en réseau avec les gens qu'on aime bien. Et on peut se permettre de ne pas avoir le problème de certaines agences qui voudraient afficher une image où tout le monde est à l'interne, tout est géré. Il n'y a pas de freelance ou de sous-contracteur, on va dire. Et moi,
j'aime particulièrement l'idée de me dire, OK, pour ce projet-là, je vais travailler avec telle personne. C'est la bonne personne. Voire même des fois décaler un projet pour avoir la bonne personne. Et Ocean Eleven, c'est un peu l'archétype et le symbole qui reste à l'esprit, hein, ça séduit. Mais je pense que c'est important de le marquer parce que quand on est un réseau d'indépendants et qu'on est des potes et qu'on bosse ensemble depuis des années, on est très différent des agences. Les agences, on en parlait avant, si tu as une salle remplie de mecs qui font de la 3D, la résolution du problème du client va sans doute passer par de la 3D. Alors que en design stratégique, comme on est plus amené à devoir comprendre un problème, ben je vais aller chercher mon pote en Inde, quelqu'un que je connais qui vient du Pakistan mais qui habite aux États-Unis et qui vont justement m'apporter ces regards où ils sont à cheval sur les cultures et où ils ont bossé dans un certain type d'industrie, où ils connaissent un certain type de réseau et ils vont amener vraiment quelque chose de particulier. Donc, tu prends les meilleurs. Ocean Eleven, que je connais, c'est les meilleurs. Mais oui, il y a un côté comme ça. Donc, je dis aux clients, dites-moi quel est le casino et je vous dirai de quelle équipe j'ai besoin. C'est pas mal ça. Mais j'avais un copain qui disait toujours, c'est la différence entre les troupes de cirque et la troupe de théâtre. La troupe de cirque, c'est un peu toujours le même truc qui tourne et puis on réplique chaque fois. La troupe de théâtre, elle va monter un projet, puis il y a vraiment un début, une fin. Et moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est vrai. Je pense que ce qui me plaît le plus dans le domaine du design, c'est qu'on ne refait jamais deux fois le même projet. Et en plus, dans le domaine stratégique, quand un client vient pour une réinvention, pour mieux comprendre un type d'utilisateur ou des choses qui changent, c'est extrêmement stimulant. Donc là, d'aller chercher des gens qui vont en plus nous nourrir, c'est super agréable. J'ai quand même envie de parler un petit peu du digital, parce que c'est ce que le Ocean Eleven aussi, c'est possible grâce au digital aussi, pour pouvoir communiquer, bien travailler, sûr, faire des projets ensemble, ça va vite. Et aussi par rapport à l'intelligence artificielle. On parle pas mal des agents. C'est aussi, voilà, une IA, ça a une grande connaissance Enfin, c'est une banque de savoir, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça. Et ça peut être aussi un collaborateur au sein du Ocean Eleven. Est-ce que tu penses que... Enfin, est-ce que déjà tu utilises l'IA au quotidien souvent. Oui. Et comment, en fait, cette IA pourrait s'intégrer dans cette équipe de gagnants? J'ai peut-être pas forcément le rapport à l'IA personnifié. J'aime dire que pour moi, l'IA, c'est un mélange de Grammarly et StarCraft. Donc, c'est vraiment une machine à processer du texte. Ouais. Le raisonnement, il vient de chez moi. J'aime pas trop, d'ailleurs, comment l'IA raisonne. Ouais. Par rapport à la connaissance, il faut beaucoup lui donner les références dans lesquels on veut qu'il aille chercher, plutôt que d'aller chercher partout. Donc moi, j'ai une 50aine d'auteurs que j'aime bien, avec des concepts que j'aime bien chez ces auteurs, et je demande à mes IA de rester dans ces références-là, de pas trop sortir. Je trouve qu'il a tendance un petit peu trop à parler comme un expert du web. Je trouve que c'est pas toujours le point de vue le plus critique. Et j'utilise énormément l'IA pour penser contre moi. Et là, c'est peut-être ce que toi t'évoques. C'est-à-dire que je vais lui expliquer, voilà, j'ai fait mon mind map, j'ai fait mes entretiens, voilà les insights que j'ai, mais je pense que je passe à côté de certaines choses, vas-y, critique-moi. Et j'ai un GPT custom qui s'appelle Grumpy Professor. Et lui, il me trash bien. Ok. Et ça me stimule énormément. Ouais. Alors peut-être ça pourrait rentrer dans ce cadre-là, mais l'humain est quand même plus efficace. Après, je pense que c'est un piège de l'IA, de penser que c'est quelqu'un. On a énormément de gens qui tombent amoureux de l'IA, on a énormément de gens qui ont l'impression de parler à Dieu, il y a des gens qui créent des sectes avec leur IA, c'est particulier. Mais je pense que l'humain fait un petit peu ça, on personnifie aussi croire, les objets, oui. les voitures. Ouais. Il y a quand même des... Je ne sais pas si tu te souviens de l'époque des Tamagotchi. Oui.
on nourrissait une pile, en fait. Ouais. Des pixels. Des pixels. Oui. Oui, dans le monde du tuning, on donne des genres en voiture. Oui, voilà. Mais je pense qu'on fait ça de toute façon. Je pense, ouais. On voit Tom Hanks sur son île qui parle à Wilson. Tellement sympa. Wilson revient. Mais ouais, du coup, l'IA, c'est vraiment... Tu l'utilises comme un challenger un petit peu de la réalité, de ce que tu fais. Tu mènes des actions, puis après, tu essayes d'aller choper de l'information ailleurs. Et je vais beaucoup lui dire, moi, j'ai pris énormément telle direction. Alors, je vais lui dire, je suis passé beaucoup par, on va dire, je sais pas, Benjamin Bratton et peut-être un point de vue d'un autre auteur. Mais je vais lui dire, dans ma base de données d'auteurs, qui pourrait m'amener un point de vue intéressant sur cette problématique-là. Et là, il peut ressortir les données et me dire, bah, tiens, lui, il le regarderait comme ça, lui, il aurait tel langage. Et ça me stimule. Maintenant, je ne sais pas si on aura des augmented team members. Je ne sais pas. Faut tester. Faut tester, ça c'est clair. Faut le tester, ouais. Alors, il y avait aussi un point, et on en vient aussi en relation avec l'IA, sur l'apprentissage. Je sais que tu es également, enfin tu enseignes, je ne sais plus dans quelle école, mais tu enseignes le design et d'autres choses un petit peu plus personnelles. Je ne sais pas si tu voudrais en parler par rapport à la natation. Ah oui, à l'époque, parce que je trouvais... oui, c'était à l'époque, je trouvais à un moment donné, j'ai arrêté, mais je l'ai fait 10 ans. Ouais. Sur toutes ces questions d'apprentissage, d'enseignement, comment tu vois les choses, quelle approche tu as aussi avec les élèves, toi qui es plutôt aussi un profil autodidacte. Complètement. Alors déjà, apprendre pour moi, c'est un peu mon moteur. Je m'embête vite, donc il me faut un truc un peu complexe à démêler. Au début de ma carrière de designer, j'avais pas forcément envie d'aller dans les chaînes d'assemblage des agences, j'ai envie de dire, pour produire. Donc, en tant qu'indépendant, j'ai eu la chance de pouvoir choisir un peu les projets sur lesquels je voulais bosser, ou aussi les gens avec qui je voulais bosser. Et j'avais une espèce de mi-temps où j'enseignais la natation dans une école, et moi, je m'occupais des enfants qui étaient terrifiés par l'eau. Donc, j'ai appris une méthode basé sur le jeu et créer cette confiance avec les enfants pour les amener à pouvoir souffler sous l'eau et nager. Pas du tout la compétition, la vitesse, les chronomètres, les sifflets, mais vraiment d'être à l'aise dans l'eau. Puis plus tard, j'ai fait des cours avec des personnes âgées ou des aveugles, des handicapés. Des personnes avec un handicap plutôt, parce qu'on a tous des handicaps. Et c'est vrai que ça a été... un moment assez intéressant de ma vie, parce que c'est hyper enrichissant. Je pense que j'ai eu, je sais pas, plus de 500 élèves en tout, même plus. Donc ça m'a... Je pense que ça a aussi remis la question du corps au centre. On n'est pas juste des intellects. Quand on est dans l'eau, qu'on a froid, qu'on a les lèvres violettes, un petit de 5 ans, il faut capter son attention. Après, j'enseigne pas exactement le design partout. Ça va faire 6 ans que j'enseigne les business models à HEC. Mais moi, je prends vraiment l'angle prospective, imagination. Donc, j'essaie d'amener mes élèves dans 10 ans dans un monde différent pour qu'ils puissent imaginer d'autres structures qui amènent d'autres services, d'autres rapports entre les acteurs. Je fais un de trucs à l'ECAL, un truc à Genève aussi un peu, mais c'est toujours autour de cette... on va dire du rôle de l'imagination. Et on a tendance à confondre imagination et créativité. Explique. Ken Robinson le dit très bien, la créativité, c'est savoir quoi faire avec son imagination. La créativité, c'est assez simple. C'est copier, transformer, remixer, permuter, bricoler, tester. L'imagination, c'est vraiment la capacité à produire des images intérieures de choses qui n'existent pas. Donc si je te dis ferme les yeux et imagine une maman qui traverse la Méditerranée avec 2 bébés dans un bateau rempli de migrants qui prend l'eau et qui sent le fioul, tu vas commencer à utiliser ton imagination. Ouais, mais mon imagination va s'appuyer sur des images que j'ai déjà vues. Bien sûr, exactement. Et donc la créativité...
Alors si après tu dois me le raconter, Ouais. tu vas faire appel à de la créativité. Mais ce que tu vas ressentir, ce que tu vas visualiser à l'intérieur, ça c'est l'imagination. Ok. Donc, avec les élèves, tu essayes vraiment de stimuler l'imagination. Surtout. Surtout. Ouais. Ouais. En fait, si on demande à des jeunes de 20-25 ans d'imaginer des business models durables, sustainable, disruptifs, tu auras à peu près la moitié qui seront des Uber de quelque chose et l'autre moitié des Airbnb de quelque chose. En fait, les modèles d'innovation qui sont un petit peu alternatifs, qui utilisent des matériaux biosourcés, qui sont plus en coopérative, qui sont biomimétiques, qui vont utiliser la nature, qui sont dans la bioéconomie, mais la connaissance, elle est totalement absente. Personne connaît. D'accord ? On connaît les milliardaires de demain. Ouais. On connaît ce qui peut être vendu très cher à Google ou à Apple. Mais voilà, moi j'apporte plutôt ça. Et ça demande vraiment de la part des élèves de sortir du monde du solutionnisme, du break things fast, de la start-up américaine en fait. Et il faut de l'imagination. Donc ça commence par des exercices bêtes de transposer un service dans un autre domaine, de faire une version low-tech d'un service sans électricité, de faire une version réparable d'un service, ou simplement d'imaginer des mondes de science-fiction. Je commence souvent par ça. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est cool. Comment ils réagissent, les élèves ? Dans l'ensemble, ils sont un petit peu étonnés, je dirais, parce qu'on a tendance, de manière assez contre-productive, à séparer les créatifs des pas créatifs très tôt à l'école, parce qu'on a un problème, en fait. On confond les comportements créatifs et les comportements artistiques. Donc petit, si on ne sait pas jouer de la trompette, chanter très bien et dessiner, on n'est pas créatif, mais bon, il est bon en maths, il fera de la compta. Et en fait, on se trompe. On confond la démarche artistique avec la démarche créative. Et en fait, tous les humains sont créatifs. Il suffit de laisser un papa tout seul avec un bébé, il devient très créatif très vite. C'est vrai. Donc, moi, je dois un peu casser ça. Je demande toujours à mes élèves qui pensent ne pas être créatifs, et j'ai généralement toutes les mains qui se lèvent. Et je trouve ça très triste. Ah, c'est fou. Et moi, ça. je casse ça en leur disant vous êtes super créatifs et je vais vous le montrer. Et on fait une première journée où ils se rendent compte que ils adorent ça. Ils utilisent l'AI pour produire des visuels de ce qu'ils sont en train d'imaginer. Donc, c'est très intéressant. Et c'est peut-être l'autodidacte là qui parle aussi d'être un peu libéré de certaines contraintes institutionnelles, de par où il faut passer. Et dans ta question, il y avait plusieurs questions. Là, on a passé par plusieurs étapes, mais je pense que le plus important, c'est de montrer que le design n'est pas une espèce de discipline élitiste avec un jargon, des codes fermés. Et que dans le monde entier, les gens designent, bricolent, hack, et que c'est pas forcément réservé à une élite de beautiful people. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça qui moi, m'importe. On est très influencé, le design, par Apple, Steve Jobs. Enfin, on a vraiment cet univers-là qui nous vient en premier, alors que c'est beaucoup plus large, infini. Oui. Ça touche d'autres choses. Ouais. Le design peut être utilisé pour comprendre quelque chose. Donc, on a vraiment des outils pour être en anglais, on dit inquiry. Et là, on a tendance à plutôt être rarement satisfait avec les réponses qu'on reçoit et on veut creuser. Et on va produire des représentations, on va produire des modèles, on va produire des choses pour demander aux gens est-ce que c'est ça ? Et il y a ce ping-pong qui se crée. Le monde du design est obsédé par l'idée, le génie, alors que ça, c'est pas si intéressant que ça. La capacité à générer des idées dépend beaucoup de la capacité à comprendre le problème pour lequel on génère des idées. Puis après, il y a beaucoup produire des choses, prototyper, tester, et regarder ce qui marche. Mais je pense que si on veut être un peu critique du monde du design, les designers sont un peu prisonniers du marketing des grandes boîtes américaines qui vendent du design. Entre autres IDEO, qui est la plus connue,
Si on va à la D-School à Stanford, ou si on parle avec eux, ils sont assez clairs, ils le disent très très bien. Pour une introduction au design, on utilise un cheminement linéaire. Mais il ne faut pas travailler comme ça. Okay. Et on a toute une industrie du sprint, du hackathon et de ces grandes fêtes du design qui fonctionnent de manière purement linéaire. Et en fait, on sacrifie la capacité à descendre dans la réalité structurelle des problèmes, comprendre les paradigmes qui sont sous-jacents. Et on sacrifie tout au profit de la vitesse et de la visibilité. Donc vous avez des design sprints d'une semaine. Le matin, tout le monde crée son équipe, on définit son cri de guerre, on choisit son challenge. On passe 3 heures avec 2 utilisateurs. Et puis le mardi matin, on a déjà choisi sa solution. Et puis il faut aller vite, donc on implémente. Alors en design stratégique, on est un peu mort de rire. Parce qu'on prend beaucoup plus de temps, nous. On va essayer typiquement d'être en résidence, d'être 5 mois avec les clients, d'être sur place, de pouvoir se faire un peu oublier, que les gens nous fassent confiance. Et puis on peut tout à coup voir ce qui se passe vraiment. Sinon on reste en surface, c'est ça un peu on est dans le symptôme. On est dans le symptôme. Et on fait du solutionnisme. On aura une livraison par drone, un smart Pampers, et puis... Pas mal le smart Pampers. Ouais. Mais une incapacité à réellement un peu donner le stylo aux utilisateurs en disant mais comment tu le ferais toi? Parce que c'est souvent eux qui ont la réponse. Et une posture où le designer est plus un traducteur, quelqu'un qui révèle et qui est le porte-parole des utilisateurs, le porte-parole peut-être aussi des gens qui cherchent à résoudre le problème, et de les faire se rencontrer, c'est pas forcément la posture du mec blanc génial qui a une solution fabuleuse. Ça demande beaucoup plus d'humilité, d'écoute, de présence, d'attention. Et c'est pas ce qu'on enseigne. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses aussi, je suis désolée de revenir toujours un peu à ces outils d'IA, mais ça permet en fait tellement de choses aussi. Tu parlais tout à l'heure de des étudiants qui imaginent un concept et en fait qui peuvent visuellement le prompter à une IA. Ça donne aussi accès à beaucoup de... Enfin, c'est aussi accessible dans le sens où tu prends un abonnement qui coûte 20 francs par mois, en gros. Alors, quand tu es étudiant, c'est peut-être galère, mais en tout cas, c'est réalisable, on va dire. Est-ce que ça donne pas aussi un peu de pouvoir aux capacités aux étudiants, mais aussi aux adultes, de manière générale, de leur dire, bah voilà, aujourd'hui, vous pouvez aller un peu plus... creuser dans ce que vous imaginez? Ça, c'est une super question. Je pense que si on a fait 10, 15 ans, 20 ans en agence comme directeur de création, directeur artistique, et qu'on a l'expérience de parler du design, d'utiliser des mots pour exprimer ce qu'on cherche à faire, ça va être facile. Ouais. Quand on est tout jeune... Et quand moi je vois les prompts de mes élèves, c'est très sec, dry. Ouais, il manque de... Ça manque de sensibilité et de vocabulaire. Poésie et de capacité à exprimer de la douceur dans les ombres, du mystère dans les lumières. Je vois tout à fait. Une mise en scène bien composée avec de l'espace négatif et un côté dramatique à la Ridley Scott. Et malheureusement, tout le monde est un content creator aujourd'hui. Tout le monde doit monétiser sa vie et sa passion. Il faut aller vite. Et on est plutôt, de nouveau, dans la vitesse, les ruptures d'échelle, produire beaucoup. Donc, je pense que ça favorise des vieux briscards comme moi, mais pas forcément les jeunes. Là, c'est un point. C'est vrai que l'IA pour les seniors, on pourrait dire, expérimenter, c'est incroyable. Mais c'est vrai, comment tu fais quand tu es tout juste sorti, tu sors de l'école, tu as peu d'expérience, l'IA te dit quelque chose et puis tu n'en sais rien en fait. Moi, il faut vraiment lire. Il faut revenir à la base, lire. Plus on lit, mieux on sait écrire. Plus on lit des auteurs critiques qui résonnent, plus on peut suivre leur cheminement de pensée. Petit à petit, on commence à pouvoir mimiquer et s'imprégner de ces manières de penser ou d'écrire. Si on prend un appareil photo et qu'on se dit je veux être en
en observation, je vais travailler un sujet, je veux parler aux gens, est-ce que vous me laissez prendre une photo, vous acceptez que je disparaisse, je vais faire des photos, je vous les remontre après. Nous, sur le terrain, on n'a jamais de photos volées. On montre toujours les photos. Alors très souvent, il y en a des très belles et oui, des gens qui me disent « Ah, j'aime pas ma tronche, delete. » Oh non. Donc des fois, il y a des négos. S'il te plaît, laisse-la moi, celle-là. Ah oui, mais j'aime pas mes cheveux. Non, mais on s'en fout. On demandera à Lia de changer. Et je dirais aussi beaucoup, et c'est quelque chose que vraiment j'incite mes élèves à le faire, c'est prendre des notes dans un Moleskine et faire des mind maps, faire des sketchs. Moi, j'ai appris à penser avec un crayon dans la main et pas un clavier. Et je pense qu'on arrive quand même à faire des choses qui sont pas possibles avec une IA. Mais si on a fait l'acquisition d'avoir un certain background en lecture, capacité quand même à être capable de formuler des idées, des raisonnements, un petit peu dialectiques, qu'on est capable d'observer, d'avoir un appareil photo, et de raconter quelque chose, d'avoir un angle, un point de vue, et puis qu'on est capable de sketcher des choses, eh bien l'IA va augmenter ça. Si l'IA ne se substitue à rien ou qu'elle n'augmente rien à la base, c'est très PWC, quoi. C'est très consultant, très froid, c'est sans fond. C'est un peu plat, lisse, je trouve. Et tout se ressent. Mais je vois un élève qui a écrit avec l'IA, ça se voit immédiatement. Parce que la structure de raisonnement de l'IA est toujours la même. Et les mots sont les mêmes. Oui. Après, si tu lui donnes un style, si tu lui dis copie le style... ça marche déjà mieux. Ça veut dire que tu as déjà fait un exercice de pensée, puisque tu lui donnes un style, donc, ou ton style à toi. Enfin bref. Mais c'est très agréable de faire ça. Oui. De lui dire, prends 25% le style de lui, le point de vue de lui, 25%. Et puis moi, j'aime bien lui dire des fois 5% de sarcasme. Pour terminer mon truc, je dois aller vite aussi. C'est drôle. Oui, mais tu as bien donné... Enfin, c'est toi qui as décidé. Voilà, ça et ça, et tu me proposes quelque chose. Après, il hallucine, hein. Et ça, c'est le gros problème. Ouais, des fois, c'est bien. Mais parfois, il se trompe complètement. Oui, quand c'est des choses historiques ou scientifiques, par exemple. Ouais. Très souvent, je lui dis, ah non, c'est pas lui qui a écrit ça. Ah, tu as raison. Il se trompe beaucoup sur les références. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même la version 5 de ChatGPT. Je suis à fond de Gemini en ce moment. Je trouve qu'il y a eu une grosse progression de la part de Google, je dirais, les 5 derniers mois. Ah ouais. Et c'est pas mal, mais ça reste... Je suis d'accord avec toi pour les listes des points, pour toujours bien revérifier. Mais quand même, c'est... Moi, j'ai fait un test en code avec Gemini. Oui. Parfois, je me mets des challenges. J'ai voulu créer un plugin WordPress pour mon site où il visualise une sorte de mesh, de relation entre les tags et les catégories de mon site en 3D qui tourne. Et Gemini m'a beaucoup aidé pour aller chercher les librairies JavaScript parce que je ne suis pas très fort en code. Et je suis d'accord avec toi, il est vraiment bon. Il est bon, hein. Après, je connais la critique du vibe coding. Ah ouais, en ce moment, on en parle pas mal. Avec Rick Rubin, je crois. Ah, lui, je ne connais pas. Mais je suis pas assez développeur. Le pape du vibe coding, il a fait plein de... Enfin, pas le pape, mais en tout cas, il a écrit un livre dernièrement sur le vibe coding. Et je crois qu'il a fait beaucoup de tubes. Ok. Ouais, il est assez sympa à lire. Bref. Est-ce que tu aurais... pas la règle, mais on aime bien demander aux invités une recommandation de chaîne YouTube, de livres ou de choses intéressantes à regarder. Le premier site que je recommande à tout le monde, il s'appelle Rest of the World. Tu connais, hein? Oui. Et il est fait par Sophie Schmidt. Et c'est vraiment une fenêtre sur le Sud global et les questions de technologie, de digital dans le Sud global, ce qui fait cruellement défaut dans nos médias à nous. On est un petit peu dans notre bulle. On oublie un petit peu ce qui se passe au Pakistan, ce qui peut se passer au Vietnam ou en Indonésie. Donc ça, je dirais, c'est ma plus grosse recommandation. Après, il y a un podcast que j'aime vraiment beaucoup qui est sur Patreon. Ok. Qui s'appelle Popular Front. C'est un ancien journaliste de guerre qui était chez Vice, qui fait une espèce de... Il appelle ça niche warfare.
Donc lui, en fait, traite les questions de conflit très en amont des journalistes, on va dire, classiques. Et il a toujours la bonne personne sur le terrain qui est en train de faire son PhD sur tel sujet. Oh, wow, okay. Et il est extrêmement pertinent. Et il a une voix assez dingue, mais il a un point de vue et un réseau absolument magnifique. Et je le recommande parce qu'il ouvre un peu la tronche et il va aller là où peu de gens vont, en fait. C'est souvent des experts très proches des gouvernements, des gens qui conseillent l'OTAN ou qui vont être dans les grandes académies militaires. Lui a plutôt le point de vue anarchiste de terrain, on va dire. Il a déjà été emprisonné. Ça fait du bien. Ah ouais, d'accord. Il a une crédibilité, je dirais. Il est entier. He's a true guy. Et puis, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander qu'on pourrait inviter sur la chaîne ? J'ai pensé à plein de gens. J'ai plein de copains. Malheureusement, je ne leur ai pas demandé s'ils étaient d'accord. Ah. Mais je pourrais te faire une liste un peu de gens que Bien je trouve sûr. super intéressants. Des designers qui ont des points de vue un peu uniques. Mais oui, je te passerai une liste. On s'invitera avec grand plaisir. Pascal, merci infiniment. Merci à toi, c'était très cool. Et à tout vite. Merci.